France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face au 7-9. Et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos matinales spéciales présidentielles. Le 7-9 reçoit les candidats pour une émission panoramique, projet pour la France des 5 prochaines années, dialogue avec les auditeurs, écologie, économie, politique internationale. Vous aurez la parole, amis auditeurs, au 01 45 24 7000, sur les réseaux sociaux, sur l'application de France Inter. Préparez-vous, ça démarrera vers 8h40. Et aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo qui va se prêter à l'exercice. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Bonjour. Et bravo pour vos résultats. Journée importante pour vous, Anne Hidalgo, puisque vous présentez les 70 propositions de votre programme et qu'on va y revenir en exclusivité et très largement avec vous ce matin, mais aussi avec nos éditorialistes de la matinale qui seront tous là pour vous interroger. Dominique Seux pour l'économie, il y a beaucoup de choses à dire sur l'économie. Sandy Dauphin pour l'écologie, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Thomas Legrand pour la politique et Pierre Aski pour l'international. C'est Augustin Trapenard qui viendra clore la matinale en vous posant la dernière question. Allez, on y va. Commençons, Anne Hidalgo, par le climat général de la France. La crise des Gilets jaunes a montré que la colère est vive dans une partie du pays. Une défiance généralisée s'est installée envers les élus, les institutions et même, on l'a vu pendant l'épidémie de Covid, envers la parole scientifique. Quant à l'urgence climatique, elle est désormais devant nous. C'est une réalité visible et concrète. Face à ces défis, ce qu'on retiendra de l'année 2022, c'est peut-être la disparition de la social-démocratie comme force politique en France. Ce moment aurait pu être un boulevard pour la gauche et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? D'abord, vous avez raison de démarrer par ces crises et c'est d'ailleurs l'objet du programme, du travail que j'ai fait avec beaucoup de sociodémocrates, d'experts, d'écologistes, de syndicalistes. 3 crises. Une crise d'abord pour moi sociale, la crise des inégalités qui est en train de miner, de saper les démocraties, la nôtre, mais aussi beaucoup d'autres démocraties dans le monde, parce que quand les classes moyennes, quand les catégories populaires perdent la confiance dans leurs institutions, elles doutent et c'est le nid des populismes. La deuxième crise qu'il nous faut conjuguer avec la même force, c'est la crise écologique. C'est pas devant nous, c'est là, c'est présent. Et on a jusqu'à 2030. 2030, pour les scientifiques, c'est le moment de l'irréversibilité. Et donc, cette crise-là, il faut l'affronter. Et l'affronter, je dirais, positivement. Je fais des propositions, j'y reviendrai sur notamment l'économie, l'industrie, la justice sociale dans l'écologie. Et la troisième crise, qui est en même temps et qui est, je dirais, aussi la conséquence, c'est cette crise de confiance, cette crise démocratique où nos concitoyens demandent à participer beaucoup plus, à être beaucoup plus en continu et pas simplement quand il y a des élections sollicitées. Et c'est ce qu'ils nous ont dit au moment des Gilets jaunes. Je fais une réponse qui va dans ce sens avec le référendum d'initiative citoyenne, la place de la social-démocratie. C'est vrai qu'en France, depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un président avec un bilan calamiteux, dont il va être comptable, qui a expliqué en 2017 que la gauche, la droite, tout ça, ça n'existait plus. Il y avait lui qui allait en fait fédérer le pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le débat démocratique s'est appauvri, il a abîmé la fonction présidentielle, il a abîmé, et par sa pratique de la Ve République et par son attitude vis-à-vis des Français, la démocratie dans notre pays. Et les 2 forces politiques, la gauche, la droite, ne se sont pas reconstruites de la même façon. Oui, mais d'accord, mais et justement... à gauche, de façon beaucoup plus difficile. Dire que la social-démocratie est morte, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais... Partout en Europe, c'est la social-démocratie qui reprend la main. Vous avez raison, il gagne en Allemagne, dans les pays scandinaves, et il y a dans les coalitions en Espagne, en Italie, au Portugal. Mais pourquoi en France, elle est si faible, elle est inaudible ? Qu'est-ce qui vous manque ? Pardon de vous dire, pas vous personnellement, mais ça fait 5 ans, vous nous parlez d'Emmanuel Macron, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans ? Eh bien moi, vous pendant avez 5 ans, d'abord, j'ai à la tête de la capitale de la France, et je continue
continu, montrer qu'il y avait un autre chemin possible. Un chemin de rassemblement avec toutes les forces de gauche, écologistes et même au-delà, puisque vous savez, j'ai avec moi aussi des personnalités comme Dominique Versini qui viennent aussi de la droite gaulliste républicaine. Donc j'ai prouvé ces choses-là. Oui, mais Ce que nous avons prouvé beaucoup dans les élections locales, puisque je suis entourée d'une équipe de France des maires et des régions qui font cette même chose-là, qui font vivre concrètement, localement, des politiques écologiques, sociales et démocratiques qui sont des réponses. Alors maintenant, il nous faut passer du local au national. C'est le travail qui nous revient, qui me revient. Quand j'ai endosser cette candidature, c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Le faire dans un contexte de crise, de doute, de difficultés majeures dans le pays et bien sûr encore plus à gauche, ça ne m'a pas échappé que le moment est difficile, mais c'est ce à quoi je m'emploie. Pierre Rosanvallon a décrit les passions, les affects qui traversent aujourd'hui la société française. Il dit qu'il y a urgence à les entendre et à les prendre en compte et que jusqu'à présent, ce sont ceux qu'on appelle les populistes qui y parviennent. Pourquoi la gauche n'a pas trouvé une forme de réponse politique à cet état du pays ? D'abord, ce que dit Pierre Rosanvallon m'inspire beaucoup et je pense que pour comprendre profondément l'état d'esprit des Français, l'opinion publique des Français, il vaut mieux aller vers la complexité de ce qu'il nous propose, il vaut mieux aller, comme il le dit, sur le ressenti des personnes que sur des analyses beaucoup plus rapides et qui ne vous apprennent pas grand-chose. Ça, c'est pour les sondeurs. Oui, absolument. Donc, oui, bien sûr qu'il faut partir de cela. La gauche, je vous l'ai dit, et évidemment qu'il faut être totalement lucide, ces 5 dernières années n'a pas réussi à se reconstruire. D'abord, vous avez Jean-Luc Mélenchon. Et c'est plusieurs choses. Il y a des problèmes sans doute, bien sûr, de logiciels et des problèmes de personnes. Moi, je n'ai jamais théorisé les gauches irréconciliables. D'accord ? Je pense qu'il faut une force motrice qui ne peut pas être à l'extrême de l'échiquier politique pour rassembler. Je pense que la position pour rassembler, elle doit être centrale, pas centriste, mais centrale. Cette position-là, c'est celle que nous incarnons, j'y reviens, dans les pouvoirs locaux. Quand les forces du Parti socialiste sont devant dans des élections, on rassemble, on crée des majorités et on arrive à gouverner. Ce qui se passe aussi d'ailleurs en Allemagne. J'étais la semaine dernière avec des commissaires européens sociodémocrates qui me disaient partout dans nos pays, il y a eu cette tentation. Cette tentation de quoi ? De penser que l'écologie politique pouvait peut-être être la force de rassemblement. Partout, on a vu que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Partout, c'est la social-démocratie qui est arrivée. Quand il y avait des forces plus extrêmes, je pense par exemple aux indignés en Espagne, qui ont été très forts à un moment donné, qui ont été dans une bataille quasiment à égalité avec les socialistes. Qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin des fins, c'est quand même les sociodémocrates qui rassemblent. Anne Hidalgo. Parce qu'ils ont cette volonté de gouverner et de gérer. D'accord, mais si on vous écoute, si on écoute ce que vous nous dites depuis 10 minutes sur le constat, sur l'état des forces au niveau européen, vous devriez être aujourd'hui à 15% dans les sondages. Eh bien, c'est ce que je m'emploie, c'est ce à quoi je m'emploie. Je suis lucide, je vois bien qu'on part de loin, que les choses se sont beaucoup abîmées, que quand la force motrice qu'est le Parti socialiste ou la social-démocratie est abîmée, ça prend plus de temps. Je le dis souvent à mes amis qui sont engagés avec moi dans cette bataille, que ce soit l'équipe de France des maires ou la société civile ou les socialistes, je leur dis, il nous incombe à nous, c'est comme ça, de relever ce défi-là et de reconstruire. Mais pour reconstruire, c'est là où les égos doivent aussi être un peu mis de côté. Ce n'est pas en pensant qu'on va se substituer ou faire disparaître l'autre qu'on va y arriver. C'est dans le respect des partenaires. Et ça, je le sais d'expérience. Aujourd'hui, on est à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. C'est demain. On est à la veille de cette présidentielle. La gauche est divisée. 7 candidats, peut-être 8. En décembre, vous aviez appelé à une primaire. L'appel n'a pas été entendu. Vous soumettrez-vous aux résultats de la primaire populaire dont on aura les résultats fin janvier, puisque quoi qu'il arrive, ils vont voter? D'abord, bien sûr que vu l'état de la gauche du pays et ce que j'entends, parce que je me déplace beaucoup, je rencontre les gens et qu'ils me disent « s'il vous plaît, faites quelque chose, tentez quelque chose pour vous rassembler », je les ai entendus et j'ai tenté quelque chose. Ce quelque chose, c'est de dire à mes camarades, adversaires ou partenaires, de leur dire « écoutez, il faut que
à tout le moins, on débatte ensemble pour que les gens sachent ce qui nous rassemble. Ils ont dit non. Non pour le débat, non pour... Et non pour Alors maintenant, la primaire. Donc maintenant, j'ai pris acte de cela. Il y a une initiative citoyenne qui est intéressante et qui est d'ailleurs une réponse sûrement à cette volonté de beaucoup de citoyens de prendre les choses en main directement. Est-ce que vous vous soumettrez au vote de la primaire ? D'abord, je crois qu'on ne nous demande pas notre avis, donc nous allons tous être soumis au vote. Est-ce que ce vote qui ne sera pas précédé de débat, etc., et auquel tous les autres ont dit qu'ils ne se soumettraient pas, est-ce que je m'y soumettrai ? Écoutez, ça sera une indication très intéressante de ce que veulent les citoyens. Mais moi, ma campagne, ma candidature, mes propositions sont là. Je les déroule et je vais essayer de rassembler aussi à partir de mes propositions. Donc, montrer que les propositions que je présente ce matin sont celles on va y aller, mais juste pour qu'on comprenne, pardon, au pays. Parce qu'il y a un flou, il y a un flou au Parti Socialiste. Non, il n'y a pas de flou. Alors, la question, elle est simple. Vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout. Mais évidemment, vous savez, j'ai pris ce risque de dire, mais une primaire sans Jadot, alors qu'on sait que la recomposition de la gauche, par qui elle peut se faire ? Elle peut se faire par les forces social-démocrates et les forces écologiques. Donc, si la primaire... cette force-là ne la voulait pas, eh bien, si la primaire sert à ajouter une candidature de plus, celle de Christiane Taubira, elle aura quand même loupé son objectif. Si le 1er février, cette primaire, les 200 000 personnes votent et désignent Christiane Taubira en tête, vous ne vous soumettrez pas, vous irez jusqu'au bout. Évidemment, comme le feront d'ailleurs Jadot et Mélenchon, d'après ce que j'ai entendu. Un mot évidemment sur l'actualité avant d'entrer dans votre programme. Et cette grève massivement suivie dans les écoles, à l'appel de la plupart des syndicats de l'éducation qui dénoncent la pagaille dans la gestion du Covid de cette 5e vague. Vous soutenez la grève, vous irez manifester. Oui. Allez-vous jusqu'à demander, comme Yannick Jadot, la démission de Jean-Michel Blanquer ? Moi, je ne demande jamais la démission des ministres. Ça, c'est leur affaire. Si le président estime que ce ministre est toujours celui qui doit diriger l'éducation nationale, c'est son affaire et pas la mienne. Moi, je préfère m'attacher à la situation. D'abord, pourquoi cette grève ? Oui, parce que les gens n'en peuvent plus de cette méthode, de cette école qui s'est abîmée. C'est un service public essentiel. J'en fais un élément très important de mes propositions. Il y a 2 grands services publics qui se sont abîmés et qui sont pourtant fondamentaux pour notre pays, pour son avenir et pour sa cohésion, c'est l'école et la santé. Donc l'école a été très largement abîmée, et notamment par la politique conduite par Emmanuel Macron avec son ministre Jean-Michel Blanquer. Et puis, il y a cette période de Covid, de gestion de crise, où ils ont été incapables, je vous assure. Alors là, je vous parle aussi en tant que maire qui gère tous les jours la situation, notamment, et la relation avec les écoles et les enseignants. Ils ont été infoutus dès le début de cette pandémie, de livrer des masques, infoutus de travailler en partenariat, ne serait-ce qu'avec les enseignants et avec les parents, infoutus de déployer, alors que tous les maires on était là à accompagner, de déployer les politiques relatives aux tests, à l'accompagnement des enfants et des parents. Et là, donc vous soutenez la grève. Et là, oui. Et puis quand même, franchement, le coup de trop, la goutte d'eau de trop, ça a été ce protocole envoyé un dimanche soir par la presse, que tous les enseignants, les parents, les maires qui gèrent aussi cette relation avec les écoles ont découvert dans Le Parisien. Vous croyez que c'est comme ça qu'on peut gouverner la France et que c'est ça qui s'appelle respecter l'école, le service public, les enseignants qui s'occupent de l'avenir de nos enfants? Alors, non, ils ne le respectent pas. Sur l'école, on a lu votre programme, 70 propositions donc. Sur l'école, on ne retrouve plus votre mesure, la grande mesure phare qui a été le début de votre campagne de doubler les salaires des profs. Vous ne parlez plus que de les augmenter, mais vous verrez ça avec Dominique Seux. C'est pas ma question. En revanche, vous dites vouloir des états généraux de la pédagogie pour ouvrir l'école, je vous cite, aux nouvelles pédagogies plus inclusives et collaboratives. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire ce que nous demande d'ailleurs l'OCDE. Vous savez que dans les classements sur l'éducation, nous avons dégringolé.
nous sommes dans les plus mauvais élèves de la classe par rapport à notre système éducatif aujourd'hui. Pour 2 raisons. D'une part, parce que les enseignants ne sont pas considérés, ne sont pas payés, et j'ai des propositions en ce sens. Et deuxièmement, parce que nos pédagogies, dixit l'OCDE qui fait son rapport tous les ans, nos pédagogies sont restées beaucoup trop classiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre à nos enfants à apprendre, bien sûr les fondamentaux, mais apprendre à apprendre, utiliser beaucoup plus le numérique, utiliser aussi beaucoup plus ce que l'on appelle les formes coopératives, apprendre par le projet. C'est vrai à l'école, dès l'école primaire, c'est vrai après, tout au long de la scolarité, où par exemple les formes d'apprentissage en alternance sont encore extrêmement mal vues, extrêmement déconsidérées, alors qu'on apprend par la théorie, mais aussi par la pratique. Anne Hidalgo, question rapide, réponse rapide. Vous supprimez également Parcoursup. Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est un logiciel qui décide de la vie de nos enfants de façon totalement inhumaine, qui met en stress tout le monde et qui gère quoi en fait ? La pénurie de moyens dans l'enseignement supérieur. Donc j'y réponds par une politique en matière d'accompagnement de l'orientation et par des moyens pour l'enseignement supérieur. L'écriture inclusive partout ? C'est pas, franchement, moi, l'écriture inclusive, je la pratique, je la vois, mais je crois qu'elle n'est pas vraiment toujours très compréhensible. Donc voilà, j'ai pas un sujet avec l'écriture inclusive. Franchement, dans le pays, je pense que les sujets autour de l'écriture inclusive, ça ne devrait pas nous occuper plus de 3 secondes. 5 000 €, vous donnerez 5 000 € à 18 ans. Alors, à tous les jeunes de 18 ans ou uniquement aux plus défavorisés, ou qu'on soit aisé ou pas, il y aura 5 000 € d'un capital, c'est plus le revenu universel, mais c'est un capital de départ, un capital de base. Un capital de départ qui sera bien sûr placé sous conditions de ressources, mais pas que pour les plus défavorisés. Je pense aux classes moyennes et beaucoup aux enfants de la classe moyenne, donc avec un recours très très large. Et puis, il y aura aussi un minimum jeunesse, un peu comme ça existe dans 23 des 27 pays de l'Union. Donc pas pour tout le monde, réservé à combien ? Les parents doivent gagner combien ? Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, c'est des choses, vous voyez, je pense que le président ne doit pas s'occuper de tout. Il a aussi un gouvernement qui doit... Mais les classes moyennes doivent y figurer. Un mot sur l'hôpital, vous prévoyez 25 000 infirmières et aides-soignantes de plus par an, 15 000 médecins supplémentaires contre 8 000 aujourd'hui. C'est une proposition de long terme puisqu'il faut du temps, des années. 10 ans pour un médecin. Pour former un médecin. Ils seront donc en fonction à ce moment-là. D'ici là, que faire pour soulager le système de santé ? Quelle ligne de force ? En quelques mots, le temps avance très vite. D'abord, il faut aussi redonner à l'hôpital les moyens et non plus simplement rentrer par la question de contenir les dépenses de santé. Bien sûr qu'il faut être sérieux dans la gestion de l'argent public, mais il faut partir de ce que doit être un système de santé, c'est-à-dire soigner des maladies. Il faut se poser la question de toutes ces maladies chroniques et autres qu'il nous faut absolument soigner et redonner les moyens à l'hôpital. Je sors de l'ONDAM, qui est cette règle très, très, très comptable de calcul des dépenses de santé, pour aller vers des objectifs nationaux de santé publique qui serviront à baser le financement. Et puis sur la question des déserts médicaux et comment on fait, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a à peu près 9 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux, qui n'ont ni hôpital ni médecin libéral, eh bien là, il y a une proposition de réforme qui s'appuie sur la réforme des études de médecine et sur l'année d'internat qui est en cours aujourd'hui de révision, pour que pendant cette dernière année d'internat, les internes soient d'abord rémunérés de façon supérieure. Et puissent aller sur le terrain, là où il n'y a pas de médecin. Sur le terrain, mais que ça fasse partie de leur formation, et donc ils seraient dans un statut de médecin assistant. On va parler avec vous encore d'Europe, de nucléaire et préciser encore vos propositions, mais je crois que c'est la pub. Là, oui, c'est la pub, Léa. On marque une petite pause et on revient avec la parole aux auditeurs. Il est 8h41. Et si vous commenciez une nouvelle année sous le signe du design ? Chez Roche-Beaubois, c'est ce que nous vous souhaitons. En vous proposant des soldes sur toutes nos collections de meubles et de canapés, profitez de la qualité et de la créativité Roche-Beaubois à des prix vraiment très séduisants. Et démarrez l'année en beauté. Les soldes, c'est dès maintenant dans votre magasin Roche-Beaubois. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. Toyota,
T'es devenu super calme dans les bouchons. Tu t'es mise au yoga? Tu sais, rouler en électrique, ça détend. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ça va. Roulez en mode zéro émission avec la nouvelle Toyota Yaris Cross à partir de 209 € par mois, entretien inclus. 100% SUV compact, 100% hybride. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant valable pour une nouvelle Yaris Cross hybride dynamique neuve commandée avant le 31 janvier 2022 en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 350 €, voire conditions sur toyota.fr. Merci d'écouter France Inter, 8h42. France Inter, un candidat face au 7-9. À vous, amis auditeurs, de dialoguer maintenant avec notre invitée. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle. On y va tout de suite. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et bonne année. Merci. Question sur les retraites, je crois. Oui, tout à fait. Question sur les retraites. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Je vais être très clair et j'attends une réponse très claire aussi. Je ne sais pas si votre position sur les retraites, en disant que vous la sanctuarisez à 62 ans, est une non-connaissance ou un bien du populisme pour gagner l'élection présidentielle, mais je suis né en 1975, madame. Depuis l'âge de 22 ans, je travaille sans aucune période de chômage. J'aimerais savoir donc à quel âge je vais avoir ma retraite officielle, et si vous me dites que vous sanctuarisez à 62 ans la retraite, est-ce que je pourrais avoir ma retraite à taux plein dès 62 ans? Merci Jean-Marc pour cette question. Alors là, très précise. Anne Hidalgo vous répond. Merci. D'abord, vous dire que le système de retraite n'est pas aujourd'hui en danger. Et je m'appuie sur une connaissance très précise qui est celle du rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui le dit très clairement. Donc, qu'est-ce que je souhaite faire? D'abord, sanctuariser pour les personnes qui sont rentrées tôt dans la vie professionnelle, qui ont des métiers pénibles. Je réinstaure les critères de pénibilité qui avaient été retirés par le gouvernement pour permettre, y compris à ces personnes-là, de pouvoir partir même avant 60 ans pour un certain nombre d'entre elles si elles ont leur trimestre. Je ne touche pas à la réforme Touraine, notamment sur la question des trimestres nécessaires de cotisation. Ce qui veut dire qu'effectivement, je sanctuarise d'une certaine façon, puisque je ne fais pas de l'âge de la retraite un totem, contrairement à la droite, qui veut en faire un totem, ou même à Emmanuel Macron, puisqu'ils sont sur 67, voire 65 ans. Donc moi, je ne touche pas au nombre de trimestres 64 nécessaires. ou 65. Donc, si il y a qu'Édouard Philippe qui parle de 67 ans. Oui, Emmanuel Macron ne l'a pas contredit. Et donc, sur les retraites, je ne change pas le système de trimestre. Donc, si vous avez vos trimestres à 62 ans, vous partirez à 62 ans. Question de Michel, bonjour. Vous nous dites que vous êtes militante La France Insoumise. On vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais simplement demander à Madame Hidalgo, qu'est-ce qui vous sépare fondamentalement des autres programmes de gauche, et en particulier dans le programme de l'Union populaire, qu'est-ce qui vous semble insupportable? Merci Michel. La 6e République, le RIC, le rétablissement de l'ISF, ou alors la retraite à 60 ans, à taux plein, ou la cantine gratuite, ou la règle verte? Merci Michel pour cette question. Anne Hidalgo vous répond. Voilà, je pratique déjà la cantine quasiment gratuite, 15 centimes d'euros, et je propose le RIC et je propose bien sûr le maintien des droits à la retraite. Il y a des points de différence, soyons clairs. D'abord sur les institutions, je ne parle pas de 5e République, mais j'ai une réforme très profonde qui va vers à la fois plus de pouvoir direct aux salariés, notamment aux citoyens, notamment le RIC, mais aussi faire en sorte que nous soyons dans un système, des institutions où le Parlement joue beaucoup plus son rôle et où le président, dans la tradition d'ailleurs de la 5e République, soit un président qui préside, mais qui laisse son gouvernement gouverner et qui laisse aussi le Parlement, avec des pouvoirs accrus, être celui qui, bien sûr, accompagne et parfois aussi évalue et contrôle le gouvernement. Qu'est-ce qui me sépare profondément? Il y a beaucoup de sujets quand même dans la vision de la société, mais j'en prendrai un qui est celui des questions internationales. Sur les questions internationales, je ne peux pas suivre Jean-Luc Mélenchon quand il est dans cette complaisance vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Il faut parler, bien sûr, avec ces grands pays. Il faut parler avec les dirigeants de ces grands pays. Mais moi, je pense que pour pouvoir
peser, faire en sorte que notre modèle démocratique, qui n'est pas le leur, disons les choses telles qu'elles sont, que notre modèle démocratique puisse avoir sa force, il faut passer par l'Europe. Et ça, c'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres. Vous en reparlerez avec j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais vous voyez, par exemple, sur le Venezuela, je connais très très bien la situation d'Amérique latine. Vous croyez vraiment que je peux être sur une position comme celle qui a été de la France insoumise pendant des années et des années à soutenir ce qui s'est passé au Venezuela? Non. On voit votre différence avec Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales et européennes, mais quelle est votre différence avec Emmanuel Macron, Anne Hidalgo? En quoi une présidence Hidalgo sur l'Europe différerait d'une présidence Macron? Vous prenez tous les deux une souveraineté européenne. Emmanuel Macron veut avancer sur le salaire minimum, réguler le numérique, instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, il veut réviser les règles budgétaires et il veut aller vers l'Europe de la défense. Tout ce que vous voulez. Oui, mais les 5 ans qu'il vient de... il y a beaucoup de différences. D'abord parce que Emmanuel Macron est quelqu'un qui est profondément néolibéral. Voilà. Et que, y compris lorsqu'il parle de la révision des critères du pacte de stabilité européen, il en parle, mais il ne le fait pas. La lettre qu'il envoie à Bruxelles à travers son ministre des questions économiques, Bruno Le Maire, pour expliquer qu'en 5 ans, les 5 prochaines années qui viennent, il va revenir aux 3% de déficit public attendu dans l'ancien pacte de stabilité. C'est tout et son contraire. Ou le fameux en même temps qu'il nous a servi pendant 5 ans et dont on a vu qu'à la fin, ça se traduisait comment? Par des politiques d'une brutalité inouïe sur les questions sociales et par un manque d'engagement réel, concret, parce qu'il n'y a pas de résultat là-dessus sur les questions écologiques. Vous trouvez que le chômage partiel, pendant 2 ans, vous trouvez que a les prêts garantis par l'État, c'est du néolibéralisme pur? En fait, il a été là, pour le coup, rattrapé par les circonstances. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, qui est profondément néolibéral, mais qui, effectivement, au moment de la pandémie, a fait comme partout en Europe, et heureusement, parce que sinon, nos économies... Plus que partout en Europe. Non, pas plus que partout. Non, Madame Léa Salamé, pas plus que partout en Europe. Il a fait comme en Europe, mais qu'est-ce qu'il a fait du plan de relance? Et d'ailleurs, dans les moyens budgétaires que j'utilise pour financer mon projet, notamment sur l'écologie et sur le social, je reprends les crédits européens, 5 milliards par an sur le plan de relance, les subventions européennes, que je réattribue différemment, notamment sur l'écologie et sur la justice sociale, ce qu'il n'a absolument pas fait. Au standard, c'est Renaud. Et qu'il Renaud. ne ferait pas. C'est Renaud qui nous appelle et nous attend. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. J'ai été militant PS pendant 40 ans. Aujourd'hui, 80% des électeurs de gauche veulent l'unité. La moitié d'entre eux, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès récente, s'apprêtent à voter pour M. Macron dès le premier tour, désespérés par la désunion de la gauche. Faites ce geste qui serait d'une grande dignité pour éviter le désastre annoncé. Désistez-vous pour M. Jadot, qui est largement en tête devant vous dans les sondages, qui est la véritable force motrice, comme il l'a fait en 2017 pour M. Hamon. Cela créerait une vraie dynamique et permettrait enfin la perspective d'un deuxième tour entre M. Macron et M. Jadot. Merci. Merci à vous, Renaud. Faites ce geste de grande dignité, d'une grande dignité, dit notre auditeur. Anne Hidalgo vous répond. Je ne crois pas que ce soit comme cela qu'on crée des dynamiques. Je pense que la bonne dynamique eût été d'accepter une primaire devant les citoyens. Là, on aurait pu échanger, présenter nos propositions, montrer les points qui nous rassemblent, les points qui nous font aussi différer. Mais je ne crois pas que le fait de s'effacer derrière tel ou tel, on l'a vu d'ailleurs, vous savez, aux élections régionales, hein, quand il s'agit de juxtaposer ou d'effacer tel ou tel, ça ne crée absolument aucune dynamique. Je pense qu'on a besoin pour cet électorat de gauche, socialiste, social-démocrate, écologique, on a besoin à la fois du débat et à la fois, bien sûr, de créer une dynamique, mais qui ne peut pas être artificielle. Donc, et je pense par ailleurs, je le redis, que la force motrice, celle qui peut être en capacité, au-delà du rassemblement de la gauche, de rassembler aussi les Françaises et les Français sur un projet, c'est la force que j'incarne. Et j'ai cette expérience du rassemblement. Donc, regardez le programme. Je pense aussi que par les idées, on peut se rassembler. Vraiment, regardez le programme de près et vous verrez, il ne s'agit pas simplement de se compter
expliquer à la fin de la partie. Il s'agit de créer une dynamique et je compte bien créer cette dynamique. Retour à l'école et à la question de la grève des enseignants avec vous, Julien. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Léa. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, Madame Hidalgo, vous avez dit que justement l'importance pour vous justement de l'école en France. Et là, en ce moment, les enseignants sont en grève à cause des protocoles sanitaires qui ont changé à l'école plusieurs fois en quelques jours, enfin quelques semaines. Et, alors, dites-nous votre question. Alors ma question déjà, c'est est-ce que vous avez déjà, en tant que maire de Paris ou candidate à la présidentielle, consulté les enseignants et les parents d'élèves sur les moyens, sur les protocoles justement à mettre en place pour lutter contre la Covid, et aussi pour la continuité la continuité des cours, de la qualité de l'enseignement. Est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix ouvrir les écoles? Alors ça, c'est une vraie question. Merci Julien. C'est la position du gouvernement, Anne Hidalgo, de dire que le plus simple serait de fermer les écoles. Mais le choix a été fait de les laisser ouvertes, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Italie, plus qu'aux États-Unis, et que c'est là l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents. Ce choix-là, a-t-il été une erreur ? Non, d'ailleurs, c'est le choix porté par, très globalement, la plupart des maires, des élus. Je pense notamment dans les quartiers populaires aussi. On voit bien l'importance de l'école et ce choix-là, pour moi, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la gestion de cette pandémie, la non-association. Vous savez, pendant des semaines et des semaines, chaque fois qu'on a essayé d'anticiper du côté des maires, là je me pose plutôt du côté des maires par cette expérience-là, qu'on a essayé d'anticiper, qu'on a proposé au ministre de l'Éducation, aux recteurs dans nos académies, de mettre en place, par exemple, des dispositifs de tests, d'accompagnement. Chaque fois, on nous a dit: mêlez-vous de ce qui vous regarde, et on est assez grand pour décider j'entends tout sur seul. La coopération, mais pardon, Anne Hidalgo, vous seriez aujourd'hui C'était la question de l'auditeur. Oui, mais vous seriez aujourd'hui présidente de la République. On a aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez les plus de chiffres que nous, mais il n'y a pas une personne qui ne vous parle pas de 1 cas, 2 cas, 5 cas dans sa classe ou dans la classe de ses enfants qui est positif. Vous faites quoi? Vous revenez à la règle de un enfant malade, on ferme la classe? Mais non, bien sûr que non. Quoi? En revanche, j'aurais dès le début géré très différemment. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les enseignants et les parents? C'est une perte de confiance. Quand les enseignants n'avaient même pas les masques pour pouvoir aller en classe, quand ils n'avaient même pas les possibilités de tests qu'on essayait d'offrir, de créer, d'organiser avec les collectivités, c'est une rupture de confiance. C'est-à-dire que les enseignants ont vu que cette gestion était une mauvaise gestion. Vous savez, dans cette gestion de pandémie, bien sûr que c'est très difficile et il faut être modeste par rapport à quelque chose qui est mondial. Mais quand même, on ne gère pas une pandémie à partir d'un conseil de défense ou en détenant une information et en gérant des pénuries. Chaque fois, ça a été de la gestion de pénurie. Et là, encore aujourd'hui, c'est de la gestion de pénurie de quoi? Des fameux autotests. Moi, je suis pour qu'on responsabilise les gens. Si on avait déployé beaucoup plus les autotests, alors qu'on est encore en rupture de stock, pour permettre aux gens de pouvoir eux-mêmes être acteurs dans cette pandémie, en eux-mêmes, dans leurs responsabilités, se mettant à l'abri. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui essayent de traficoter, mais il faut faire confiance au plus grand nombre. Le plus grand nombre de nos concitoyens est très responsable. Et ce n'est pas ce qui a été fait par ce gouvernement, et notamment à l'école. Il y a de l'appétit pour la politique au Standard d'Inter. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. On vous écoute. Mélenchon est au deuxième tour contre Monsieur Macron. Pour qui appellerez-vous à voter? Merci Bernard. Si Monsieur Mélenchon donc est au deuxième tour contre Monsieur Macron. Je compte bien que ce ne soit pas cette configuration-là. Et pour l'instant, je ne vous dirai pas pour qui j'appellerai à voter, puisque je compte bien être au deuxième tour.
Une question sur l'immigration, Oui. Anne Hidalgo. Sous Emmanuel Macron, il y a eu en moyenne 250 000 titres de séjour délivrés par an, un peu plus, un peu moins en fonction des années. Pendant le quinquennat Macron, c'est peu ou prou le même chiffre que sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy. Sous un quinquennat Hidalgo, restez-vous à cet étiage? Est-ce qu'il y aura toujours autour de 250 000 titres de séjour délivrés par an? Pour moi, la question de l'immigration est une vraie question. Ce n'est pas en nombre que d'augmentation ou de fermeture. C'est d'abord de mieux intégrer, d'accueillir dignement. On a un problème d'accueil digne sur notre territoire, où y compris l'accueil de ceux qui sont dans un statut particulier, qui sont les demandeurs d'asile, a été quand même très malmené. Je pense que d'ailleurs, ça a été un des sujets de rupture premier entre Emmanuel Macron, qui s'était présenté comme progressiste et qui a montré une grande brutalité dans la gestion de la question des réfugiés, y compris à l'échelle européenne. Donc pour moi, c'est bien sûr gérer ces flux, pas simplement à l'échelle nationale, c'est dans une politique européenne dans laquelle il doit y avoir un meilleur accueil, une sacralisation de l'accueil, notamment des réfugiés, avec une plus grande rapidité dans l'examen de leur titre de séjour, avec la possibilité pour eux de pouvoir travailler plus rapidement que ça n'est le cas aujourd'hui. Mais vous ne réduirez pas le nombre de l'intégration. Vous ne réduirez pas l'immigration. Mais vous savez, comme si quelqu'un pouvait dire « je réduis l'immigration ». Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse bien sûr, des gens extrêmement sérieux qui savent très bien que les causes de l'immigration, sur cette question-là, non. Pardonnez-moi. Sur cette question-là, ils ne sont pas sérieux. Parce que les causes de l'immigration, c'est quoi? La guerre, la misère, le terrorisme, des gens qui fuient. On l'a vu en 2015. C'est ça, les causes de l'immigration. C'est aussi, bien sûr, de travailler au développement. Et j'ai des propositions très fortes pour travailler au développement des pays qui sont les pays qui sont ceux d'où partent notamment beaucoup de personnes pour l'immigration. Je pense notamment bien sûr à des pays africains. Donc il y a ce travail à faire en amont avec ces pays pour faire en sorte qu'ils puissent assurer leur développement. D'ailleurs, ça passe aussi par des budgets, une vraie part du PIB, pas ce qu'on a aujourd'hui, qui soit consacré au développement de ces pays-là. C'est un travail à l'échelle européenne et une régulation européenne. Et à l'échelle nationale, c'est un accueil digne, humanitaire, humain et de l'intégration. Un mot, j'aimerais vous lire la question de Michel, qui tient à vous remercier, vous demande de tenir bon. Il dit la chose suivante: en 1949, les socialistes étaient tombés à 5%. Il faut tenir la vieille maison. Quelques secondes de réponse à ce message d'encouragement de Michel. Alors vous savez, j'ai beaucoup de messages, pas forcément sur la vieille maison, mais de gens qui me disent tenez bon, surtout ne lâchez rien. On a besoin de votre parole, de votre énergie et de votre expérience. Donc Michel, c'est pas que la vieille maison, mais je crois que nos idées, elles sont vraiment au rendez-vous. Elles sont dans la modernité du moment dans lequel on est. Vous savez, l'écologie, c'est crucial. Mais l'écologie, si elle n'est pas sociale, n'aboutira à rien. Et c'est pour ça que je pense que ce que je porte en tant que socialiste, social-démocrate et écologiste permet justement d'apporter les réponses au moment de l'histoire dans laquelle nous sommes. Merci à vous. Voilà, la réponse à Michel. France Inter, il est 9h. France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Un candidat face au 7-9. Et c'est la suite donc de ce 7-9 spécial. Notre invité est aujourd'hui Anne Hidalgo, candidate PS à la présidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Dans les minutes qui viennent, Anne Hidalgo, vous allez être interrogée par Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter, par Pierre Aski sur l'international, par Thomas Legrand sur la politique. Augustin Trapenard vous posera enfin la dernière question de cette matinale. Quant à la première de cette séquence, elle porte sur l'économie avec vous, Dominique Seux. Question sur le salaire des enseignants. Oui, bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. J'ai deux sujets que je voudrais évoquer. Le salaire des enseignants, et vous doutez bien que dans ce jour de grève, il y a beaucoup d'enseignants qui vous écoutent. Et puis on parlera aussi de la hausse du SMIC. Dans votre livre, un livre c'est sérieux, c'est écrit. Vous promettiez, c'était après l'été, de multiplier par 2 au moins le traitement de toutes les personnes en contact avec les élèves. Là, dans votre programme, c'est le point 26, c'est précis, vous dites « La rémunération des enseignants sera portée progressivement au niveau de celle des cadres ».
Est-ce que c'est la même chose? Ça n'est pas la même chose? Et si ce n'est pas la même chose, pas de doublement, pourquoi? Anne Hidalgo. Dans mon livre, qui est un livre dans lequel je dis très précisément exactement la même chose, c'est-à-dire on peut aller vers ce doublement et on démarrera par quoi? Par le salaire des professeurs des écoles. Je pense aux professeurs des écoles qui sont 2 fois moins payés que dans les autres pays européens pour une durée du travail à peu près équivalente. Ces professeurs des écoles démarrent leur grille indiciaire, leur carrière à 1 700 €, alors qu'ils sont Bac plus 5, qu'un Bac plus 5 en France est recruté environ autour de 2 300 € en début de carrière. Donc on amène à ce niveau de recrutement. Et ensuite, sur la grille indiciaire, sur la durée de la carrière et sur plusieurs années évidemment, c'est-à-dire un quinquennat, voire un peu plus, on arrive au niveau qui est celui de la rémunération des professeurs partout en Europe, qui est le double de la rémunération de nos enseignants. Donc je propose cette méthode. C'est un doublement sur un quinquennat, voire, ai-je entendu, un petit peu plus. Dans mon programme, je le dis précisément et je précise la méthode. Il n'y a plus le mot doublement, c'est pour ça qu'évidemment, j'imagine que tous les personnes concernées vont regarder ça avec beaucoup d'attention. Mais vous verrez que c'est exactement ce que j'ai dit dans mon livre. Dans mon livre, je dis que nous démarrerons par la rémunération d'entrée de ces jeunes professeurs des écoles, qui sera amenée à 2 300 €, qui est le niveau de rémunération. Et sur une carrière et sur la grille indiciaire, vous vous rendez compte que les professeurs des écoles dans notre pays démarrent à 1 700 et quelques € et terminent à peine 2 500 en fin de carrière. Il n'y a aucun doute que pour les professeurs, des écoles, il y a un retard considérable. Un retard considérable, et je le dis dans mon projet, c'est ce retard que nous allons Mais ce que vous nous dites ce matin, c'est il y a mon programme, mais il faut lire au regard de ce que j'avais déjà écrit dans le livre. Ça aurait été plus simple de dire dans votre programme, on double. Dans mon programme et dans le livre, je ne dis pas on double, je dis nous pourrions aller jusqu'à un doublement et nous démarrons par cela. C'est une question importante C'est une question très importante et elle est tranchée notamment par la méthode que je propose. C'est une question très importante parce que évidemment, si on se dit que c'est pas tout à fait la même chose entre ce qui a été dit en septembre et ce qui est dit aujourd'hui, on se dit dans 2 mois, est-ce qu'il y a d'autres propositions qui seront Vous ne pouvez pas dire revues. Les choses comme ça, Dominique. Ça serait malhonnête de votre part parce que ce que je dis, c'est qu'il y a bien ce rattrapage et le rattrapage part de quoi? Du constat que les professeurs en France sont payés 2 fois moins que les professeurs dans les autres pays européens. Le CDE dit pas exactement la même chose entre les salaires effectifs et les salaires statutaires, mais on ne va pas rentrer dans l'OCDE le dit très clairement, nous sommes les derniers de la classe. Combien ça coûte? Dans mon projet, vous aurez remarqué que je consacre environ 14 milliards € aux questions d'éducation et notamment aussi aux questions... 14 milliards sur l'ensemble du quinquennat ou la première année? Par an. Par an, d'accord. Par an. Voilà, total, 14 milliards d'euros, mais pas sur uniquement la rémunération, sur toutes les questions d'éducation. Donc mon projet est chiffré, et d'ailleurs dans la façon de financer ce projet, vous verrez qu'il y a des points de rupture avec notamment la gestion très néolibérale d'Emmanuel Macron, qui a donné vraiment beaucoup à ceux qui avaient déjà beaucoup, et qui a mené une politique à la fois sur la question des salaires, sur la question du démantèlement des services publics, sur laquelle je reviens. Alors, et j'y reviens par différentes façons, dont une autre façon d'utiliser le plan de relance européen. Vous évoquez la question des salaires, vous avez prononcé le mot. Vous proposez la hausse de 15% du SMIC dès votre arrivée à l'Élysée. Dans les premiers jours, vous installez, j'imagine, un 1er juillet. Pourquoi 15? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? 15%, c'est grosso modo ce que auraient eu les salariés de notre pays s'il y avait eu moins d'écart de salaire, moins d'augmentation massive des très hauts salaires par rapport aux bas salaires. Vous savez, parce que dans mes propositions, il y a aussi une proposition pour limiter de 1 à 20 les écarts de salaire dans les entreprises. Tout à Donc fait. ces 15% correspondent à cela, correspondent à un rattrapage ça n'est pas du lié au SMIC, fait que le SMIC allemand sera monté à 12 €, parce que
plus 15%, ça ramène à peu près au niveau oui, allemand. Oui, ça ne m'a pas échappé que sauf l'Allemagne... qu'il y a une différence considérable oui. entre la France et l'Allemagne. C'est qu'ils sont mieux payés que nous. Ils sont beaucoup mieux payés que nous. Globalement. Il y a une meilleure redistribution de la valeur. Il y a une meilleure redistribution de la valeur. Comment vous faites pour les petites entreprises? Dernière question. Ça fait des années que ce débat sur le SMIC existe. Comment le petit entrepreneur, le petit artisan va pouvoir payer ça? Est-ce que vous aidez en baissant les charges, en lui donnant des aides? Comment vous faites? Les charges sur les bas salaires sont déjà quasiment inexistantes. Mais pour les petites entreprises, je m'inspire de ce qu'elles font. Que sont en train de faire aujourd'hui les secteurs comme hôtel, café, restaurant? Que sont en train de faire des secteurs comme le nettoyage? Ils négocient les salaires et les conditions de travail à la hausse. Pourquoi? Vous considérez que toutes les entreprises peuvent le supporter? Parce que ces métiers ne sont pas attractifs. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Et d'eux-mêmes, vous voyez, il faut toujours faire confiance aussi aux acteurs économiques et aux négociateurs. D'eux-mêmes, ils sont en train de faire évoluer les salaires. Et donc, l'augmentation du SMIC à 15% sera bien sûr suivie de négociations dans toutes les branches, puisque ce n'est pas que le SMIC, c'est l'ensemble des grilles qui vont devoir effectivement être négociées, discutées entre les partenaires sociaux. Mais d'ores et déjà, ils ont pris les devants, cher Dominique Seux. Et on en reste les salaires là. sont trop faibles. On en reste là pour le chapitre éco. On aura compris qu'il ne faut pas confondre les professeurs des écoles et les journalistes des échos, comme vous l'avez dit, Dominique. La parole maintenant à Sandy Dauphin. Il est 9h09, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Pour commencer, Sandy, la voiture. Oui, Anne Hidalgo, bonjour. Alors, pour baisser la pollution de l'air à Paris, vous avez diminué la place de la voiture, fermeture de voies sur berge, restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants, limitation de vitesse à 30 km/h ou encore multiplication des pistes cyclables. Ces mesures ont soulevé une bronca des automobilistes de banlieue, notamment coincés dans les bouchons. Comment convaincre cet électorat et comment vous défaire auprès d'eux de cette image d'écologie punitive? D'abord, j'ai été réélue, chère madame, donc j'ai été réélue par des gens qui, en majorité, n'ont pas de voiture. Et par des gens qui considèrent que, et aussi en banlieue, puisque je vous signale qu'à l'échelle de la métropole, il y a aussi un plan pour la réduction de la pollution de l'air qui a été adopté, et sur lequel je suis soutenue par des maires de gauche comme de droite, parce que c'est une nécessité, parce que la pollution de l'air tue, et qu'il faut s'attaquer à cela. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de la pollution de l'air, c'est en Europe, et d'ailleurs dit comme ça par nos partenaires européens, une des principales causes de mortalité. C'est un sujet majeur qui a des conséquences, y compris sur la question de notre système de santé. C'est à l'origine des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires. Donc c'est un sujet auquel il faut s'attaquer et bien sûr qui n'a pas du tout la même connotation dans les grandes métropoles et dans les territoires urbains. Dans les grandes métropoles, tous mes collègues font le même travail de diminution de la place de la voiture parce qu'il y a des transports en commun et parce qu'il faut réduire la pollution de l'air. Dans les territoires ruraux, dans les territoires périurbains, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai des propositions dans mon projet en ce sens. C'est accompagner ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, ils sont très nombreux dans notre pays, à aller vers des véhicules moins polluants. Alors justement, vous avez une mesure 13, c'est ce système de leasing social de véhicules électriques. De quoi s'agit-il exactement? Vous allez louer des voitures à l'État? Voilà, l'État mettra en place avec les collectivités locales un service, un système. Bien sûr, on s'appuiera sur les constructeurs, les loueurs de voitures, etc., pour qu'il y ait cette possibilité de leasing qui soit en gros au même prix que le véhicule thermique, parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de nos concitoyens qui aimeraient pouvoir ne pas polluer, il y en a plein qui me disent mais moi j'adorerais pouvoir circuler en véhicule électrique, mais je n'ai ni les moyens de m'acheter un véhicule électrique parce que ça reste très très cher, ni les bornes de recharge pour pouvoir m'approvisionner. Donc sur ces deux éléments-là, le leasing pour pouvoir avoir un véhicule entre guillemets plus propre et le plan pour équiper notre pays en bornes de recharge électrique font partie de mes propositions. Deuxième question, Sandy, sur la fiscalité, le retour de l'ISF. Oui, comme Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, vous voulez restaurer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, mais dans une version nouvelle, l'ISF climatique. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une taxe carbone pour les riches?
Il s'agit d'un ISF qu'on rétablit parce que aujourd'hui, effectivement, la justice n'existe plus, la justice fiscale n'existe pas, que cet ISF peut avoir un rendement d'environ 4 milliards d'euros qui seront utiles. Pourquoi ? Pour accompagner justement toutes ces mesures sociales, puisque dans les mesures sur l'écologie, il y a ce que je viens de dire sur la mobilité, pour aider les gens à aller vers des mobilités qui soient moins polluantes, et notamment pour ceux qui n'ont pas les transports en commun et qui ne peuvent pas se passer de voiture. Il y a aussi une proposition très forte pour la rénovation des bâtiments qui veut que la personne qui doit refaire, qui a une passoire thermique, ne déboursera rien. Ça sera pris en charge et l'État, avec la Caisse des dépôts, se remboursera au moment de la vente ou de la cession du bien. Sur l'ISF. Donc sur l'ISF, c'est pour accompagner les mesures sociales. Mais est-ce que c'est indexé sur l'empreinte carbone des non, riches, non, justement, voilà, moi je n'ai pas voulu rentrer dans un système compliqué. De fait, ça... D'accord, donc c'est fléché vers les programmes. De fait, ça va bien sûr toucher des gens. On sait, plus on a d'argent, plus on a une empreinte carbone forte. Mais ça ne sera pas donc dans un mécanisme vers les compliqué. Projets environnementaux. Voilà, c'est fléché vers les projets environnementaux, mais dans l'accompagnement social. Vous en parliez, juste un mot sur la rénovation énergétique, parce que c'est l'un des gros leviers pour baisser la consommation d'énergie en France. Vous dites, les gens qui vont faire des travaux pour changer leur chaudière, isoler leur maison, changer la ventilation, ne payeront rien au moment des travaux. Absolument. Ils rembourseront au moment de la vente de leurs biens ou de la succession. Vous allez réussir à convaincre les gens en leur disant vous payerez plus tard ou vos enfants payeront plus tard. Réponse rapide. Les gens seront convaincus si le dispositif existe, parce que c'est un dispositif qui va être plutôt très attractif et je compte le mettre en place, notamment avec la Caisse des dépôts. Merci Sandy Dauphin. Maintenant Thomas Legrand va vous interroger. Anne Hidalgo, vous avez lu de près son programme, Thomas. J'ai lu le programme, nous l'avons su hier soir, je l'ai lu de près et il m'est apparu que votre programme finalement était un programme parfait pour un président écologiste et un Premier ministre socialiste. Parce que vous êtes socialiste, le mot écologie est beaucoup plus prononcé que celui socialiste. Vous essayez de créer cet écosocialisme ou cette social-écologie qu'on attend depuis longtemps, que la gauche attend depuis longtemps. Et en même temps, sur les institutions, vous donnez beaucoup plus de pouvoir, et ça c'est assez inédit, au Premier ministre et au Parlement. Est-ce que le pouvoir ne sera pas plutôt à Matignon et au Parlement, ce qui serait une avancée démocratique, et les grandes lignes, la grande vision, c'est l'écologie. Pourquoi pas un écologiste président ? Et vu vos chiffres, vu les chiffres de la gauche en général, est-ce qu'il ne faudrait pas penser, on me dit en régie qu'un tiers des appels des auditeurs aujourd'hui étaient sur cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas penser quand même sérieusement à n'avoir qu'un seul candidat, écolo-socialiste ? Anne Hidalgo. Ou socialiste écolo ? Socialiste écolo, mais vu ce que vous dites... c'est votre choix de rentrer par cette entrée-là. Mais en ce qui me concerne, oui, j'ai déjà fait d'ailleurs la proposition. Je ne vais pas revenir sur la question de l'unité de la gauche et sur cette primaire que j'ai appelée de mes voeux et qui n'aura pas lieu parce que notamment Yannick Jadot ne la souhaite pas. Mais pour revenir sur les propositions... En mars, il avait essayé, en mars dernier. Oui, il avait essayé, et vous j'avais n'avez pas donné essayé suite. aussi. Et c'est vrai qu'en mars dernier, j'ai vu son désarroi, comme le mien d'ailleurs, parce que à ce moment-là, on a été empêchés par celles et ceux qui considéraient qu'il ne pouvait pas y avoir une avancée entre socialistes et écologistes et qu'il fallait C'était entre vous deux raccrocher les wagons avec LFI qui ne voulait pas en fait du tout de cette union. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc on n'en est plus en mars malheureusement. Ils ont refusé la proposition de primaire qui aurait pu être un moment très, très intéressant à la loyale pour présenter nos propositions. Alors, quelle est ma vision du rôle du président de la République ? D'abord, ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 5 ans, je le redis, il a abîmer la fonction présidentielle, en voulant se mêler de tout, en créant de la confusion, en niant tous les pouvoirs intermédiaires. Vous voulez un président plus arbitral ? Je veux un président qui, d'ailleurs, dans la tradition de la Ve République, je ne parle pas de Sixième République, dans la tradition de la Ve République, le président de la République qui est élu au suffrage direct par le peuple est un président qui a des compétences, qui a bien sûr une autorité et qui est celui qui assure la cohésion de la nation, qui fixe le cap, qui permet aussi justement de ne pas entraîner cette confusion permanente dans les pouvoirs exécutifs, législatifs et même, disons-le, judiciaires. Donc, je propose que le président
préside dans ce rôle-là. Et je donne au Premier ministre, bien sûr, là aussi, dans l'esprit de la Ve République, le Premier ministre conduit la politique de la nation. Je lui remets un certain nombre de pouvoirs, y compris des pouvoirs de nomination qui sont aujourd'hui notamment auprès du Président de la République. Et je donne au Parlement, parce que je veux aussi que le Parlement ait plus de pouvoir, la possibilité de décider plus. L'important dans votre législature, dans votre mandat, et d'ailleurs les écologistes sont sur la même ligne, le rapport entre le Premier ministre et le Président, l'important, ça sera l'Assemblée et le Premier ministre. Pourquoi ne pas se concentrer, à partir du moment où vous avez fait ce diagnostic, pourquoi ne pas se concentrer là-dessus ? Et surtout les citoyens, c'est l'équilibre de ces pouvoirs-là, cher Thomas Legrand. Et surtout les citoyens qui aussi, dans ma proposition, vont avoir des pouvoirs accrus. Je l'ai dit tout à l'heure avec le RIC, c'est une proposition que je reprends. Mais je veux créer aussi une conférence de citoyens à l'échelle des départements qui sera là aussi pour accompagner, par exemple, dans le travail législatif, ce qui manque beaucoup aujourd'hui aux parlementaires, c'est la possibilité de solliciter les citoyens, de faire participer les citoyens au processus d'élaboration de la loi. Là aussi, j'ai un certain nombre de propositions en ce sens. Une question très courte. Hier, dans le journal Le Monde, Bernard Cazeneuve a fait une tribune dans laquelle il demande est-ce que les 200 enfants djihadistes, deux djihadistes en Syrie soient rapatriés en France. Je suis entièrement d'accord avec lui et ça montre à quel point Bernard Cazeneuve est un homme d'État. Merci Thomas. On va terminer ce tour de table avec vous, Pierre Aski, sur les questions internationales et précisément la question de l'Ukraine. Oui, bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. J'ai entendu ce que vous aviez dit en première partie sur la politique étrangère. Prenons un cas concret. Si vous étiez présidente aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez les demandes de Vladimir Poutine concernant l'Ukraine et qui sont discutées cette semaine ? Non, et d'ailleurs, quand on regarde cette situation de l'Ukraine, on se dit mais où est l'Europe ? Donc je commencerai par effectivement, à l'échelle européenne, avec les partenaires européens, de redonner cette force d'influence que doit avoir l'Europe. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, bien sûr que du jour au lendemain, se retrouver dans une situation où Vladimir Poutine discute directement avec les États-Unis et des frontières et de l'avenir de l'Ukraine et de la relation d'un pays qui est situé en Europe, c'est un problème majeur. Et ce problème majeur, on ne le règle pas en 2 minutes, c'est pas du jour au lendemain. Il passe par la reconnaissance d'une voix plus forte de l'Europe, notamment dans cet ensemble géopolitique totalement bouleversé par d'abord l'émergence, l'agressivité aussi de la Chine, par la focalisation, et on le serait à moins, des États-Unis par rapport à la position chinoise et par rapport à la montée agressive d'un certain nombre de dirigeants avec lesquels il faut discuter, comme Vladimir Poutine notamment, qui veulent reprendre leur espace géopolitique à partir de quoi ? À partir de provocations. Et donc, bien sûr qu'il faut que l'Europe redevienne, ou devienne enfin une force qui parle d'une même voix, qui s'appuie sur sa puissance économique, mais aussi sur sa puissance diplomatique. Jean-Luc Mélenchon, qui était à votre place la semaine dernière, disait qu'il fallait accepter les propositions de Vladimir Poutine. Est-ce que sur ce point, il y a deux gauches irréconciliables, pour reprendre une expression convenue ? Il y a une position, je l'ai dit tout à l'heure, de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales que je ne partage absolument pas. Mon propos n'est pas de dire il faut être dans des provocations vis-à-vis de Poutine ou ne pas lui parler. Bien sûr qu'il faut parler à Poutine, mais il ne faut pas accepter ces provocations. Vous avez aujourd'hui des puissances, alors qui ne sont pas de même rang, mais des puissances qui jouent de ces provocations, qui flirtent avec les règles internationales, toujours à la limite. Je pense notamment dans nos mers, dans l'espace maritime, des provocations. On le voit avec la Turquie, on le voit avec la Russie, on le voit aussi avec la Chine et les provocations qui sont faites notamment en mer au large du Sénégal et de l'Afrique. Donc il y a un certain nombre de puissances, dont l'Afrique la Russie, qui flirtent avec les règles internationales et vis-à-vis desquelles il faut être ferme. Moi, je considère qu'à l'échelle internationale,
général, il faut une Europe forte. La France a une position extrêmement importante. D'abord par son outil de dissuasion, de défense, par son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il faut absolument par sa relation à l'Afrique, il faut qu'on s'appuie sur cette position forte pour revenir, non pas comme des spectateurs qui regardent des choses qui se passent par-dessus nos têtes, mais revenir à la table de discussion. Lorsque l'on parle de l'Ukraine, il est absolument inimaginable que l'Europe soit absente de cette discussion. Une question précise, il n'y a aucune référence à l'OTAN dans votre programme. Est-ce que, comme d'autres forces de gauche, vous souhaitez que la France quitte l'OTAN ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut bien sûr rester à l'OTAN, mais il faut absolument se donner par la défense européenne, par aussi le poids économique. Il y a un certain nombre de règles, par exemple sur les taxations aux frontières européennes, qui doivent aussi nous servir dans cette diplomatie mondiale, qui doivent servir les intérêts de l'Europe et bien sûr de la France, qui a une position clé sur ces sujets internationaux au sein de l'Europe. Un des enjeux majeurs des prochaines années et du prochain président, c'est la définition des relations avec la Chine. Oui. Quelle sera la place de la question des droits de l'homme, je pense aux Ouïghours, je pense à Hong Kong, etc., dans l'équilibre à trouver entre l'Europe et la Chine? Elle doit être centrale, je l'ai dit. Par exemple, puisqu'il y a un événement qui arrive, les Jeux d'hiver à Pékin. Je ne suis pas pour un boycott de ces Jeux. Je suis pour qu'on utilise justement la présence. Bien sûr, les athlètes, ils sont là pour faire leur performance et c'est un moment extraordinaire que de pouvoir le faire et que c'est un beau message international que les Jeux avec la fraternité des athlètes. Mais il faut absolument utiliser ce moment pour dire les choses. On ne peut pas aller en Chine et faire comme si on ne savait pas ce qui est en train de se passer avec les Ouïghours. Donc je suis pour qu'on utilise beaucoup plus cette diplomatie sportive, la diplomatie tout court, et que la question des droits de l'homme ne soit jamais relativisée. Ça ne veut pas dire la chaise vide, ça veut dire affronter les sujets. Merci Pierre Aski. On arrive bientôt dans quelques instants au terme de cette émission spéciale. On a avec Léa quelques petites questions rapides de fin. Ouais. Valérie Pécresse veut faire entrer Molière au Panthéon. Bonne idée ? C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Je pense que Molière est vraiment un personnage qui fait partie de nos vies, qui est un contemporain en fait. Vous feriez rentrer qui à part Molière ? Je ferais rentrer Gisèle Halimi, Olympe de Gouges et puis aussi le groupe Manouchian. Vous êtes plus Virginie Despentes ou Elisabeth Badinter ? Je suis quand même plus Elisabeth Badinter sur le plan des valeurs. Vous êtes plus voiture hybride rechargeable ou vélo électrique ? Vélo électrique. 5e ou 6e République ? 5e, mais profondément améliorée, avec une démocratie continue, beaucoup plus vivante. François Mitterrand disait que la plus grande qualité d'un homme d'État, c'était l'indifférence. Il avait raison. Je ne sais pas si c'est l'indifférence, mais je pense que c'est la solidité surtout, la solidité. Essayer à chaque fois de sortir du brouillard, de sortir des confusions, du spectacle, je dirais, mais c'était moins comme cela à l'époque de Mitterrand, mais la politique est devenue une sorte de spectacle affligeant. Donc sortir du spectacle et revenir toujours aux idées et aux valeurs. Et du coup, vous dites toujours... Puisque vous dites sortir du spectacle, vous ne débattrez pas avec Éric Zemmour ? Je n'ai absolument aucune envie de débattre avec un négationniste d'extrême droite qui a été d'ailleurs condamné aussi pour des propos racistes. Je trouve qu'il y a une complaisance, mais une complaisance dans notre pays. Souvent, je me suis dit, pas ici sur vos antennes ou merci pour vos invitations, mais dans certains lieux, je me suis dit, en fait, il vaut mieux être un négationniste d'extrême droite qu'une femme de gauche social-démocrate. C'est-à-dire où, par exemple ? Vous connaissez à peu près les lieux. Non. Dans le débat politique global. Est-ce que vous pensez que la concentration dans les médias sur laquelle le Sénat est aujourd'hui en train de travailler en recevant un certain nombre de propriétaires de groupes de presse, est-ce que vous pensez que la concentration donc, dans les médias pose un problème démocratique aujourd'hui ? C'est un réel problème démocratique. D'ailleurs, il y a cette commission d'enquête des sénateurs et David Assouline y travaille. Je fais des propositions justement pour limiter cette concentration des médias, pour renforcer
les moyens du service public, parce que je pense que la façon aussi d'y répondre, c'est un service public qui puisse fonctionner comme vous le faites, et aussi de donner des pouvoirs aux sociétés de rédaction. À 9h28, la question de fin est signée Augustin Trapenard, évidemment. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Ma dernière question porte sur votre programme culturel quand même. J'ai repéré dans votre livre Une femme française un attachement très fort à la langue française que vous abordez notamment, et c'est intéressant, par le biais de la francophonie et le fait de vivre plusieurs langues simultanément. Vous racontez que vous avez eu des conversations à ce sujet avec l'écrivain Georges Samprin, et je me suis demandé quelle serait votre politique précisément pour porter la langue française en France et dans le monde entier, et quelle histoire par là est-ce qu'il s'agirait de raconter? Anne Hidalgo, merci Augustin. Merci, vous avez raison. C'est vrai que la francophonie est cet espace de partage d'une langue qui n'est pas venue d'ailleurs annihiler les autres langues. Je préside l'Association internationale des mères francophones. C'est un espace incroyable. Chacun a sa langue maternelle et en même temps, la langue de l'échange, c'est la langue des valeurs. C'est parce que le français, c'est cette langue des valeurs. Donc mon programme, et d'ailleurs cela figure, c'est de conforter cette place de la francophonie dans le monde, d'abord en s'appuyant beaucoup sur les Français de l'étranger, qu'on oublie régulièrement, en ayant dans les instituts français, dans l'enseignement du français à l'étranger, plus de moyens pour donner cette influence à notre langue et poursuivre, bien sûr, ce travail avec tous nos amis. Mais vous avez très bien lu mon livre. Voilà, merci Anne Hidalgo d'avoir été notre invitée sur France Inter ce matin.